Probablement, je commencerai par présenter l'intérêt des brevets pour une entreprise, je dirais même pour un pays. Un brevet, une protection, une reconnaissance de créativité et d'innovation est d'abord, les brevets ont trois objectifs. Le premier, c'est un objectif moral et éthique, c'est-à-dire c'est reconnaître à une personne, à une entreprise, à une entité, ce génie, ce talent, cette créativité, et reconnaître et protéger ce génie-là permet de stimuler encore plus la créativité et l'innovation. C'est un devoir moral et éthique d'abord. Mais deuxièmement, la protection, la propriété intellectuelle, c'est également un objectif scientifique. Scientifique dans le sens où on va diffuser de la connaissance, diffuser du savoir. Ça va permettre à l'humanité, à la communauté scientifique de progresser dans la création et dans la créativité et dans l'invention. C'est un objectif scientifique de diffuser l'information. Troisième objectif, et qui est le plus intéressant, c'est l'objectif économique. L'objectif de protéger les innovations et de reconnaître la propriété de ces innovations, c'est de pouvoir exploiter les retombées économiques, de développer, de valoriser ces idées, ces innovations à travers des projets industriels, économiques, etc. Et donc, ces trois objectifs sont recherchés aussi bien par une entreprise, par une entité microéconomique, comme à l'échelle de tout un pays. Et il est actuellement reconnu de plus qu'on est en train de mouvoir vers une société de savoir basée sur les services et sur l'immatériel. On est tous d'accord que la propriété intellectuelle et les brevets se situent au niveau du haut du bilan. Donc, ils constituent, à l'image des immeubles, des terrains, des meubles, etc., un patrimoine à valoriser et valorisable qui se situe en haut de bilan et qui constitue un patrimoine immatériel pour l'entreprise, aussi bien pour un pays donné. Et on voit qu'il y a une corrélation vérifiée, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, entre ce patrimoine de brevets, ce patrimoine de créativité et la croissance économique. Et quand on voit par exemple les pays leaders à l'échelle mondiale, on voit que c'est bien simple. On peut situer et classer les pays à l'échelle de développement économique si on regarde leur classement dans le domaine de la gestion de brevets. Et on peut voir ça sur différentes mesures, on peut le vérifier sur différents domaines. Si on voit par exemple dans le domaine de la 5G, par exemple, si on veut voir quels sont les pays les plus développés ou quelles sont les entreprises les plus développées et qui auront la chance de l'idée de mener l'économie en ce domaine-là, il suffit de regarder ce qui se passe à l'échelle de brevets. Rien que pour la 5G, par exemple, j'ai vérifié les chiffres de février 2020. Vous avez la Chine, elle dispose de 6000 brevets distribués entre Huawei à 3000, presque 3000 plus de brevets sur les familles 5G et la ZTE, l'entreprise chinoise ZTE. Donc 6000 brevets par rapport à la Corée du Sud qui dispose à peu près de 5000 brevets distribués entre LG et Samsung. Et les États-Unis, on voit cette guerre économique qu'il est en train de la mener contre la Chine et pas encore contre la Corée, mais contre la Chine, parce qu'elle ne dispose que uniquement de 2000 brevets distribués entre Intel et Qualcomm. Donc vous voyez que le développement économique à l'échelle de pays ou le développement économique à l'échelle d'une entreprise se vérifie. C'est grâce à cette disposition d'un patrimoine immatériel qui est le brevet. Et on peut citer beaucoup d'autres exemples au niveau de l'intelligence artificielle ou d'autres domaines. Deuxième, donc, le constat, c'est que c'est un patrimoine très important et les pays, ils développent des stratégies pour disposer de ce capital, pour développer ce capital immatériel. Et les stratégies sont diverses. Il y a des stratégies
pour garder le secret commercial, comme il y a des stratégies pour développer la recherche et développement. En fait, les stratégies peuvent être résumées en 3 stratégies. D'abord, développer la recherche et développement, donc essayer d'inciter les entreprises privées et publiques et les laboratoires de recherche à mener des activités de recherche et développement qui aboutissent au développement des brevets. Soit la deuxième stratégie, c'est d'acquérir et d'acheter des brevets et constituer un portefeuille de brevets. Soit troisièmement, d'acheter et de créer des entreprises, d'acheter des entreprises innovantes. Et cela, on peut trouver que ce soit des moyens dociles et des moyens pacifiques et corrects juridiquement, comme ce qui se passe dans la règle normale, comme on trouve des stratégies offensives qui visent à déstabiliser des pays, à carrément confisquer certains patrimoines. Et tout le monde se rappelle du scandale de l'achat de la branche énergie d'Alstom par General Electric, et qui a mené à un scandale et à des arrestations criminelles à l'échelle de la France, et qui a poussé la France à mettre un dispositif juridique pour défendre ce patrimoine et interdire l'acquisition de ce qu'on appelle certaines entreprises stratégiques pour le pays. Maintenant, pour la Tunisie, le brevet, je rejoins complètement l'avis de Célia tout à l'heure quand il dit qu'on n'a pas vraiment une politique ou une stratégie de propriété intellectuelle. Une politique de propriété intellectuelle, une stratégie de propriété intellectuelle passe d'abord par la définition des priorités nationales et par l'identification du potentiel du pays et les créneaux sur lesquels on veut aller. C'est à partir de l'identification des orientations et des visions, on arrive à mettre une stratégie ou une politique de recherche et développement, d'acquisition de projets, d'acquisition d'entreprises. Et par là, nous avons, je sais que 5 minutes ne suffisent pas, je voudrais répondre à votre deuxième question sur le brevet et sur la politique et sur l'enquête qu'on a faite. En fait, on a mené une enquête sur 81 structures, qui est un tiers sont des startups innovantes, mais également les personnes sondées étaient des structures appartenant à des structures d'appui telles que l'API, la NPR, l'INORPI, etc., ainsi que des laboratoires de recherche, et que ces structures-là et ces entreprises-là déclarent que leurs activités nécessitent une protection par les brevets. Et 70% des enquêtés estiment que leurs activités nécessitent une protection par les brevets, et leur stratégie, dans les 73%, menée par une politique vers le brevetage. 5% estiment qu'ils vont garder le secret commercial, 11% n'ont pas de stratégie, et 73%, ils sont pour le brevet et ils travaillent pour faire les brevets. Alors, les résultats de ces enquêtes-là, c'est qu'au niveau de connaissance du droit des brevets et des procédures et des démarches de brevets, on trouve que uniquement 35% connaissent le régime de droit des brevets. Et ça, on l'a détaillé sur 4 axes. D'abord, sur la recherche, 73% la recherche des brevets, 73% connaissent, quand on a demandé est-ce qu'ils connaissent, ils ont des compétences dans le domaine de la recherche des brevets, 73% ils n'ont pas de connaissances ou des connaissances rudimentaires, 27% uniquement ont une bonne connaissance. Pour la rédaction de brevets, c'est bien, 20% ils ont une connaissance, 80% pareil n'ont pas de connaissance ou de connaissance de base. Sur l'évaluation de leur brevet, pour évaluer la valeur et la valorisation, ils n'ont pas de connaissance. Presque 90% n'ont pas une connaissance sur l'évaluation de leur brevet. Et finalement, sur la valorisation, les manières à valoriser leur brevet et comment faire les démarches pour valoriser ces brevets-là. 84% n'ont pas de connaissances ou ils ont des connaissances de base en matière de valorisation de brevets. Donc, on voit d'une façon claire qu'au niveau de maîtrise
de ces outils de brevet, il n'y a pas vraiment une culture, une vraie connaissance pour mener une activité de brevet. Pourquoi? D'abord parce qu'ils n'ont pas de ressources humaines dédiées. Uniquement 26% des entreprises ou des structures enquêtées, ils ont une personne chargée et dédiée pour la propriété intellectuelle. Sur les 73%, 74%, ils n'ont pas des personnes dédiées. 46%, ils n'ont aucune personne. Et donc, c'est une activité qui n'est pas vraiment centrale dans la vie de l'entreprise ou de la structure. Pour les perceptions de procédure, l'enquête, d'après mes sentiments, ils ont répondu sur le régime tunisien. Ils n'ont pas réfléchi sur le brevet à l'international parce que dans leur réponse, ils estiment que c'est vrai que les procédures de protection sont un peu longues. La moitié estime que les procédures sont longues, même très longues, mais au niveau des coûts, ils estiment que c'est acceptable et au niveau des délais sont acceptables. Et je pense que ça touche essentiellement les procédures à l'échelle nationale parce que décidément à l'échelle internationale, protéger à l'échelle internationale, ça coûte énormément. Maintenant, y a-t-il des entreprises qui ont déjà des démarches en cours pour protéger? Oui. Sur 73%, ils estiment 27%, ils ont des démarches de brevets qui ont abouti et 31 qui sont en cours. Sur les démarches qui ont été abandonnées, on a 16% qui ont commencé leur démarche de protection, mais ils ont abandonné et 3% leurs démarches ont été rejetées. Donc, voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu les résultats de l'enquête, mais pour dire, en résumé, il n'y a pas vraiment une politique nationale de protection de propriété intellectuelle. Deuxièmement, l'écosystème n'est pas vraiment bien outillé pour protéger, pour évaluer, pour valoriser ces brevets et qu'il faut vraiment renforcer les capacités, sensibiliser encore davantage l'écosystème en matière de brevets. Voilà, merci. En fait, j'ai 2 ou 3 recommandations. J'adhère complètement aux propositions communiquer, former, digitaliser. C'est évident, il faut le faire davantage. Personnellement, j'ai 2 ou 3 recommandations. La première, c'est d'abord, il faut exploiter ce qui existe déjà en termes de fonds de brevets. Il existe pas mal de brevets en Tunisie, d'abord, qui sont déposés à l'INORPI, mais également un fonds énorme de brevets qui sont déposés en Tunisie, qui ont tombé d'abord dans le domaine public, soit des brevets qui ne sont pas protégés, qui existent à l'échelle internationale et qui ne sont pas protégés. Il faut exploiter ce gisement pour développer des activités innovantes en Tunisie. Je sais que l'activité de pharmaceutique est classée une activité prioritaire en Tunisie, a démarré suite à l'exploitation des brevets qui sont tombés dans le domaine public et des activités générées. Donc, avoir une démarche structurée pour exploiter ce fonds de brevets, c'est important pour le pays, pour se spécialiser sur certains domaines. Et je pense que l'étude qui a été faite par Passery recommande cette piste-là. Deuxième recommandation, c'est qu'il faut identifier un secteur ou quelques secteurs prioritaires pour lesquels on identifie un portefeuille de brevets stratégiques pour le pays. Je vois tout de suite le digital et la biotechnologie comme des secteurs prioritaires et importants. Tout à l'heure, Silomène, il a parlé d'un Stadip avec le partenariat stratégique avec BioNTech. Et également, Stadip, elle œuvre pour résoudre la problématique de l'leishmaniose à l'échelle internationale à travers l'intelligence artificielle, qui est une initiative et a été saluée par l'OMS. Donc, on a un technopôle dédié pour la biotechnologie et on a un gisement et un potentiel de chercheurs là-dessus très important, allier et casser
le silo entre les secteurs, donc faire introduire l'IA, le blockchain, le quantum computing, etc., avec des sciences classiques comme la biotechnologie, etc., l'industrie 4.0, je pense qu'on a un potentiel autour de numérique qu'il faut l'exploiter et essayer de garder les brevets, le patrimoine immatériel en Tunisie. C'est la deuxième recommandation. La troisième, c'est il faut sauver le soldat Ryan, c'est sauver le programme PNRI, le Programme national de recherche et innovation, qui est un programme national qui vise à faire cet interfaçage entre le monde de la recherche publique et le monde industriel. C'est qu'il vise à passer ce syndrome de TRL 4 et 5 en Tunisie, c'est-à-dire le syndrome de passer vers le monde de prototypage et l'industrialisation. C'est un programme qui est assuré par le PNRI, qui est tiré par l'industriel. Malheureusement, il a été arrêté, les budgets ont été coupés, malgré que c'est rien du tout, 1 million d'euros ou 3 millions de dinars. Ça a été coupé depuis l'année dernière par le ministère des Finances. Il faut redynamiser, il faut relancer et garder ce programme-là pour arriver à résoudre ce problème d'interfaçage entre le monde de la recherche et le monde économique. Voilà, c'est mes 3 recommandations. Merci beaucoup, merci Fiqaïs. Merci et encore une fois, merci à tous.